Panie, wierzchownia. Bilboquet, notre cher Bilboquet. Quelle surprise, Maman. quelle joie! Ah, Zéphirine, Gringalet. Quelle surprise, monsieur de Balzac. Vous n'avez pas reçu ma lettre? Alors je suis arrivé avant elle, car je suis venu plus vite que le vent. Votre diligence avait des ailes. Bienvenue à Wierzchownia. En 8 jours, j'ai parcouru le quart de la terre. Pour vous rejoindre, j'irai jusqu'au bout du monde. Il doit mourir de faim, notre Bilboquet, et de fatigue. Laissons-le s'installer. Mais c'est le Louvre. Bien sûr, c'est le Louvre de l'Est. Que de tableaux. Oh, quelle horreur. Ah, ce monsieur est très laid. Qui est-ce? Je ne sais pas. Je commence à comprendre maintenant pourquoi vous ne m'écrivez pas plus souvent. Et voici votre chambre. Vous êtes ici chez vous. C'est la grotte de Bilboquet. Pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt? Je comprends maintenant que vous quittiez difficilement Wierzchownia, même pour Paris. Vous comprendrez mieux encore au bout de quelques jours. Votre valet de chambre, le fidèle Tomasz. Et que fait-il? Il vous salue respectueusement. Et maintenant, ouvrez donc vos bagages. Anna? Faites vite, monsieur Bilboquet. Oh, je n'arrive pas à y croire. Il me semble que je suis encore en diligence. Que je n'arriverai pas à franchir cet horrible espace qui nous sépare toujours. Dis-moi quelque chose. J'ai besoin de t'entendre. Honoré. Je t'en prie, ne parle pas sans cesse. Tu es là à Wierzchownia et cela suffit. Laisse-moi donc savourer cet instant.
Je prie votre Excellence de déposer au pied de Sa Majesté le Tsar de toutes les Russies mon humble requête. Ah, cela me semble trop compliqué. J'ai peur qu'il doute de ta sincérité. Mais c'est de notre mariage qu'il est question. Oserais-je rappeler à votre Excellence l'avis de Pierre le Grand de Voltaire ainsi que les services rendus à votre peuple par la littérature française? Sois prudent, Benkendorf pourrait croire que tu te moques. Les écrivains français n'ont point ménagé le tsar ces derniers temps. Ah oui, très juste. Écoute, Madame la comtesse Heinska. Ah, encore une fois, je ne suis pas la comtesse Reinska, je suis la comtesse Jevoska. Madame la comtesse Heinska. N'insiste pas sur mon titre, c'est parfaitement absurde. Ah mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Madame la comtesse Heinska confie l'administration de ses biens à son gendre, le comte Mnisèche. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas laisser les enfants gérer seuls cet immense domaine, voyons. Quoi, tu veux dire que tu ne quitteras pas Virchkovnia? Enfin, je ne partirai que lorsqu'ils seront à la hauteur de leur tâche. Soit. Alors, j'ai l'honneur... Non. J'ai l'honneur d'assurer votre Excellence que ma fortune, sans être considérable, n'est pas indigne d'une personne de son rang. Mais tout le monde sait que tu es criblé de dettes. Mais quelle dette? Enfin, mais tu oublies la maison de Paris qui, elle seule, vaut une fortune. Et puis, je terminerai la comédie humaine. Et nos dettes s'envoleront comme par enchantement. Tiens, je te demande 6 mois, 1 an au plus. Étant donné que des affaires ne souffrant aucun retard m'appellent à Paris, je prie votre Excellence de me répondre à Virchkovnia d'ici au 1er février 1848. Mais non, voyons, tu ne peux pas lui écrire cela. Et voilà, c'est notre dernier obstacle. Si tu en trouves un autre, étoile du Nord, tu me tueras. Espérons que la réponse sera favorable. Rêve, Laisse-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. c'est une excuse. Non. Et puis il faut que tu réécrives cette lettre et pour cela, il vaut mieux que tu sois seule. Bonne nuit, Honoré. Cette forêt est magnifique. Pourquoi bat-il César? Pour construire un silo. Tout cela est à vous? Je pense que oui. C'est incroyable. Mais comment peut-on regarder cette forêt calmement? Ma mine d'argent en Sardaigne est une misère à côté. Ce sont des millions qui poussent ici. Nous n'en vendons qu'en petite quantité. Savez-vous combien cela vaudrait à Paris? Tous ces chênes, et ce sont des traverses de chemin de fer. Et il y a dans cette forêt de quoi poser des rails autour du monde. Nous avons suffisamment de réserves pour en sacrifier une partie. Combien cela fait-il d'arbres? Combien en voulez-vous? En voulez-vous 100 000? Oh, mes amis, grâce à vous, je vais gagner des millions, je serai riche. Mais peut-on savoir comment vous comptez les transporter? Paris est si loin. Je confierai le transport à Monsieur de Surville, mon beau-frère, qui est ingénieur des ponts et chaussées. Je vais lui écrire tout de suite. Il pourrait peut-être construire un canal jusqu'à Paris, cela coûterait moins cher. Co za fatalny rok. Same straty, powodzie, pożary. Je vous en prie, Madame la Comtesse, aidez-nous. Je vous en prie. Bien, venez au domaine. Vous coucherez dans les étables. Oh, que Dieu vous bénisse, Madame la Comtesse, que Dieu vous bénisse.
Qu'on fasse venir le docteur Knotte. Oui, madame, oui. Evelyne. Tes rhumatismes. Ça ne sera rien, ne t'inquiète pas. Fais tuer un cochon de lait et je te guérirai. Tu es génial, mon ami. Le deuxième génie après Balzac à Wierzchownia. Au fait, et les pilules? Ah, Balzac semble en être satisfait, très satisfait. Elle l'aide à respirer. Il suffit qu'il croie à quelque chose pour que cela soit efficace. Que veux-tu, la foi soulève les montagnes? Et il t'aime tellement. Il m'arrive de m'interroger. Notre liaison n'a peut-être aucun sens. Quand je l'ai rencontré en Suisse, j'étais jeune, inconsciente. Je crois qu'il ne changera jamais. Tu veux le changer pour en faire quoi? Un homme du monde? Un notaire? Un banquier? Un homme sans passion, un homme parfait, est un monstre. Un demi-ange. Un ange sans ailes. À quelque chose près, tu cites Honoré. Tu as lu Le Cousin Ponce, toi. On ne peut rien te cacher, Ève. Cependant, permets-moi de te faire une petite remarque. Sous ton influence, il devient paresseux. Le travail semble l'ennuyer. Je le regrette, mais je constate qu'en ce moment, il n'écrit pas grand-chose. Oui, je sais pourquoi. Il n'a plus de soucis financiers. Si je lui avais assuré une telle vie à Paris, je pense qu'il n'aurait plus rien écrit. Tu crois qu'il faut le laisser dans sa misère pour qu'il travaille? Non, non. En fait, quand il vivait chez lui, je lui envoyais un peu d'argent afin d'éviter une catastrophe. Je ne le suivrai pas en France. Et il ne le sait pas, bien sûr. Tu devrais lui annoncer franchement que tu restes. Et j'estime qu'il faut le faire tout de suite. C'est que je n'en ai pas le courage. Je recule cette échéance jour après jour. Ce n'est pas une solution, Evelyne. Il faut que tu lui annonces cela, franchement. Bien, veux-tu remettre à la poste la lettre qui est sur ce bureau? C'est une demande que j'adresse au tsar. Je le prie d'autoriser notre mariage. Tu veux vraiment que je la remette à la poste? Oui. Il y a aussi un message pour mon frère, le général Gévouski. Je pense qu'il conseillera au tsar de refuser et il réussira très probablement à le convaincre. Mais enfin, es-tu sincère ou joues-tu la comédie? Tu sais, Evelyne, je te comprends de moins en moins. Que devrais-je faire d'après toi? Me conseillerais-tu de l'épouser? Evelyne, non. Ne me demande rien. Tu sais parfaitement ce que j'aurais souhaité. Savez-vous, docteur, que vous avez bien du talent? Merci, Anna, tu es gentille. Je partage ton opinion. Mais malheureusement, mon talent est méconnu dans tous les domaines. Anna deviendra une grande artiste si elle prend quelques leçons avec Chopin. Non, jamais je ne serai une grande artiste, malheureusement. Mais j'aimerais tant aller à Paris. Mais tu es pour nous plus qu'une grande artiste. Tu es notre soleil. Nous partirons pour Paris tous les 4. N'est-ce pas, Bilboquet? Sur mon dos, s'il le fallait. Le Cosaque vient d'apporter le courrier. Eh bien, nous allons lire ces lettres, à haute voix. Il n'y a rien de Pétersbourg? Non. Des scarabées d'Angleterre. Une lettre pour vous, Honoré. De votre sœur? Non, de ma mère. Lis-la, Bilboquet. Anna, je t'en prie. Oh, nous nous sommes bien promis de lire nos lettres à haute voix. Ma mère est fâchée contre moi. Mais les lettres de Paris nous intéressent toutes, Bilboquet. Si tu refuses de la lire, eh bien moi je le ferai. Oh, mais je ne veux pas vous ennuyer en vous racontant mes soucis. Vos soucis nous concernent, mais peut-être avez-vous des secrets que vous ne voulez pas partager. Je ne vous cache rien. Lila? Cher Honoré, cela fait longtemps que tu n'as point daigné m'écrire. Ta mère ne semble guère te soucier. Il faut que tu saches que Laure, ta sœur, est bien malade. Nous craignons le pire. Les affaires de son mari vont mal. Il renonce définitivement au projet d'assèchement des étangs. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. D'autre part, Surville juge son projet de transport de bois ridicule.
Le prix seul du transport de Wierzchownia à Paris coûterait plus que le bois que l'on achète en France. Et puisque lui pense que ton idée est absurde, elle doit l'être assurément. Je me sens très lasse. J'aurais grand besoin de repos, mais je dois y renoncer car il me faut lutter contre les créanciers. Le tailleur est de plus en plus menaçant et le tapissier aussi. Madame Delannoy est également en train de perdre patience. Elle a besoin des 5000 francs que tu lui dois. Si tu n'as pas l'intention de rentrer dans un proche avenir, fais-moi la grâce de m'envoyer de l'argent. Je n'en puis plus. Madame de Guidoboni Visconti a perdu patience, elle aussi. Que faire? Il faudrait peut-être que j'aille à Paris. Voilà, excusez-moi. Et maintenant, il faut que je vous laisse pour aller chercher quelque chose pour une amie. Honoré, écoute, il faut vendre cette maison et tout ce que tu y as accumulé. Et il faut que tu payes tes créanciers. Rachète ce qui reste des lettres de Brugnol. Rembourse tes maîtresses de ce que tu leur dois et leur mari aussi. N'oublie pas ta mère et Laure, ta sœur. Et s'il te reste encore de l'argent, tu pourras alors me rembourser une partie de ce que je t'ai donné. C'est la meilleure solution, tu sais, Honoré. Cette maison, je l'ai installée pour toi. Pour toi, j'ai réuni tous ces trésors. Ces trésors, la collection du cousin Ponce. Comment cela? Mais ils n'ont de valeur que dans ton imagination. Tu veux donc tout détruire? Je ne puis aller à Paris, Honoré. Ma place est ici. Mais toi, tu dois rentrer. Les personnages de ton œuvre t'attendent là-bas, Honoré. Tu as raison. Tu es une femme très raisonnable, Evelyne. Mais que ferons-nous si nous recevons l'autorisation du tsar? Eh bien, tu reviendras ici. Anna et moi te sommes attachés à jamais. J'espère que vous penserez à nous à Paris. Je vous ai donné mon cœur, mes enfants. Je l'ai laissé sur mon bureau. À bientôt, gentil Bilboquet. À midi, la dynastie d'Orléans a été renversée. À 4 heures, quelques misérables proclamaient la République. À 1 heure du matin, la foule a envahi les Tuileries. J'y suis arrivé une demi-heure après. On pillait. On dévastait tout. On arrachait les tapis, les draperies, les ornements. On cassait les vases de Chine. Pauvre France. Le mardi, 10 000 ouvriers ont envahi les Champs-Élysées. J'étais dans la mêlée. On lançait des mots d'ordre révolutionnaires. On brandissait des drapeaux rouges. Quelqu'un m'a reconnu. Un autre a immédiatement crié « Vive Honoré de Balzac !»
D'autres l'ont imité. Ils sont venus vers moi et ont voulu me porter en triomphe. Peut-être voulaient-ils faire de moi un autre Robespierre. Moi, un révolutionnaire. Ont-ils pas lu mes livres? Épouvanté, je me suis perdu dans la foule. Et presque instantanément, mes jambes ont retrouvé leur vigueur et leur jeunesse. Je ne me suis arrêté qu'à la Seine. Et c'est ainsi que la Révolution fut privée d'un grand homme. Et puis, je suis parti pour Saché. Voilà pour ma participation à la Révolution. Elle a bien pris sa revanche, en anéantissant mon triomphe et en s'emparant de ma fortune. Vous appartenez encore à l'époque heureuse, des sentiments sublimes. C'est pourquoi je suis revenu. La République va tuer la littérature et les arts. Pensez-vous demeurer longtemps dans notre pays? Si Madame Renska le permet. Cela va de soi, Bilboquet. Nous serions fiers que vous continuiez chez nous votre comédie humaine. J'aimerais me reposer un peu. Oh, il n'en est pas question. Depuis ton dernier livre, nous n'avons plus rien à lire. Et nous estimons que la comédie humaine est encore bien courte. D'après moi, il manque encore une vingtaine de volumes. La comédie humaine a vidé mes entrailles, tu sais, je lui ai tout donné. Ces années de travail comptent double. Vous avez devant vous un vieillard. Bilboquet, que dites-vous là, enfin? Vous êtes plus jeune que nous. Maintenant, je peux dire la vérité. Je n'y tenais plus. Je succombais à tant de fatigue. L'esprit toujours tendu, toujours sous les armes. Un géant aurait péri. Par moments, je voulais fuir. Un excellent texte, n'est-ce pas? Un texte? C'est le monologue final de Mercadet, le héros de ma dernière pièce. Elle a fait un triomphe, mais la Révolution l'a balayé de la scène. Jamais je n'oublierai ton visage. Mon Dieu, cette féminité déjà triomphante. Comment te sens-tu? Dis-moi, mais ce sont de vraies perles? Jamais je n'en ai vu de semblable. Un cadeau de maman. Mais il y a là une fortune. Sais-tu qu'on lui en a offert 22 000 francs, mais maman a refusé car ce collier vient de ma grand-mère. Il est temps de partir, Anna. Evelyne, n'aimerais-tu pas que nous les accompagnions un peu? Cela te fatiguerait. Tu n'es pas bien, Honoré. Oh, un peu, je t'en prie. Zbierz się, bo cię zostawimy! Ici, je me sens maître du monde. Tout l'horizon m'appartient. Tu comprends pourquoi je suis tellement attachée à cet endroit? Paris nous offrira d'autres plaisirs. Tiens, nous devrions partager notre temps. L'hiver là-bas, l'été ici. Et quand tu seras en France, tu n'auras sûrement plus envie de revenir. À Paris, tu ouvriras un salon. Tu y recevras l'élite, les grands artistes, les esprits les plus brillants, les plus anciennes familles. Tu y seras reine. Tu seras célèbre. Non seulement par ta beauté et ton intelligence, mais aussi par ta naissance. Tu seras fêté, adulé. Tout Paris t'enviera. Tout Paris sollicitera l'honneur d'être reçu par toi. Et toi, comment te comporteras-tu dans ce salon? J'y apporterai ma gloire. Tu verras. Ensemble, nous mettrons à genoux cette ville maudite. Mais qu'est-ce que tu as?
Mais qu'est-ce que tu as? Honoré. Mon diagnostic est simple, hypertrophie du cœur. Autrement dit, Son cœur est trop gros, mais il donne des signes de fatigue. Il en a trop abusé. que dois-je en conclure? De grâce, dis-moi la vérité. La vérité, elle est cruelle. Je doute qu'il puisse vivre plus d'un an. En es-tu vraiment sûr? Il ne faut pas se faire d'illusions, ce voyage peut lui être fatal. Mais peut-être qu'à Paris, le docteur Naka... Il ne peut pas faire plus que moi, son cœur est usé. C'est un problème insoluble, Evelyne. Ah, mais j'oubliais. La publication des bancs. Tu veux épouser un moribond? Je t'aurais prévenu. Alors libre à toi. Il guérira. Je l'emmènerai à Paris. Réfléchis, Evelyne. Ce n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas renoncer à tout ce que tu possèdes. Tu te retrouveras seule et ruinée. Songes-tu que j'aurai bientôt 50 ans? Et je me dois à lui. C'est ainsi. Georges, laissez ces insectes. Maman a décidé de se marier, elle va à Paris, Georges. Demain, nous irons à Kiev. Il faudra m'accompagner. Je veux faire donation de mes biens à Anna. Tu es rentré? Oui. Depuis 1 heure. Quel voyage épuisant. Et tu es allé chez le général-gouverneur? Non. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je sais. C'est impossible. Toute la Russie est contre nous. Hein? C'est à cause de moi qu'ils t'ignorent. Plus personne ne viendra jamais ici. Ils t'ont encore raconté des sornettes à Kiev. Cela m'est bien égal. Quand le froid aura passé, je retrouverai des forces. Je partirai. C'est inutile de se battre contre des moulins à vent. Je ne serai plus jamais fou, je te le promets. L'abbé Ojarovski va venir pour te confesser. Quoi? Mon état est donc si grave? Non. Mais il faut te confesser pour notre mariage. Oremus, creator et conservator generis humani, dator gratiae spiritualis, conditor aeterne salutis, quae sumus benedicere digneris os annulos, quos nos in nomine tuo sancto benedicimus.
Accipe annulum fidele matrimonialis in nomine Sanctissime Trinitatis, ut illum portans armeris virtute celestis defensionis et provitia tibi ad salutem aeternam. Ja, Honoriusz, biorę sobie ciebie, Ewelino, za małżonkę i ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską, a iż cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Ewelina, biorę sobie ciebie, Honoriuszu, za małżonka i ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską. Maintenant, je vais travailler. Le climat de Paris me guérira tout à fait. Je travaillerai comme trois. Tu verras, dans 6 mois ou dans 1 an, je serai débarrassé de mes dettes. Et alors, nous vivrons dans l'abondance. Père, ne parlez pas, il fait un froid glacial. Tu m'as appelé père. Permettez qu'au nom de tous vos serviteurs fidèles, j'adresse aux jeunes mariés, non, je veux dire aux nouveaux mariés, mes sincères félicitations. Que Dieu veuille protéger votre union, que le bonheur vous sourie à vous et à Saint-Balzac. Oh. Je suis profondément touchée. Je vous remercie du fond du cœur de votre gentillesse. Non, je suis navré. Maintenant, mes chers époux, au lit. Il vous faut du calme. Et éviter toute émotion. Georges, tu as terminé? Dépêche-toi. Il faut que je signe. Nous nous sommes mariés hier. Et nos témoins ont été le comte Georges Mnichek, gendre de ma femme, le comte Gustave Olizard. Les témoins ont été le comte Georges Mnichek, gendre de ma femme, le comte Gustave Olizard, beau-frère du comte Ojarowski, représentant l'évêque. L'abbé Ojarowski n'est pas comte, voyons. Eh bien, il devrait l'être. À partir d'aujourd'hui, il y a une madame Honorée de Balzac. Que veux-tu que je te dise de plus? Il n'existe pas dans ce pays de femme qui puisse lui être comparée. C'est le diamant de la Pologne et le trésor de la famille sainte des Gévouski. Il faut que je signe. Honoré, ton frère, au comble du bonheur.
Madame, puisque je suis votre banquier, votre intérêt est d'écouter mes conseils. Veuillez croire qu'ils sont désintéressés. Nous avons transféré en un an 33 000 francs à votre compte de la banque Rothschild à Paris. 30 000 francs plus 3 000 francs pour assurer la discrétion de cette opération. Alors permettez-moi de vous faire remarquer que les actions des chemins de fer du Nord vous coûtent une fortune. Ces actions sont un prétexte. Oui, je m'en doutais, madame. Croyez bien que c'est un honneur pour nous de collaborer avec la banque Rothschild. Il est cependant de mon devoir de vous dire que monsieur de Balzac n'a pas la main heureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Fort bien. Quoi qu'il en soit, monsieur, je vous prie d'envoyer une fois de plus cet argent chez Rothschild. Auriez-vous l'intention de partir, madame? Bien sûr. C'est pour cela que je vous prie d'opérer ce transfert et dans le même but, ma fille vous remettra chaque mois de l'argent. Je comprends, oui. Madame, l'argent n'a pas de frontières. Maman, quand crois-tu que tu pourras te revoir? Anna, tu es une grande fille. Tu n'as pas le droit de pleurer. Au revoir, ma chérie. Bilboquet, n'oublie pas les recommandations du docteur. Il faut se dépêcher. Nous n'avons pas trop de temps. Quand la maison de Paris sera prête, je vous appellerai. Vous viendrez vite. Adieu, les saltimbanques. Au revoir, Bilboquet. Ce n'est pas un chemin très poétique pour un voyage de noces. Mais Paris n'est pas au bout du monde. Là-bas, nous avons une maison magnifique. Tu verras. Le climat de la France nous guérira tous les deux. Et puis, nous irons dans le Midi. À Biarritz, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, donne-moi ça. Dépêchons-nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Honoré, nous sommes arrivés. Regarde, la maison est illuminée en ton honneur. Je veux que Madame de Balzac fasse une entrée triomphale, solennelle, dans sa nouvelle résidence.
calmez-vous. Vous voilà enfin chez vous. Vous allez pouvoir vous reposer. Mais que se passe-t-il? Auguste est là, il nous attend. Auguste! Auguste! Revenez vite. Oui. Bien sûr. Surville, va te coucher. Ton ulcère te fait souffrir. Lequel de nous deux est le plus malade? Physiquement, c'est toi, Honoré. Mais j'aimerais être à ta place pourtant. Toi, au moins, tu as réussi. Oh, réussi. Mais ton œuvre est immortelle. Tu le sais fort bien. Ah, si le sort m'avait permis de mener à bien mes projets. Tu exagères, Surville. Et le canal de l'Essonne. Et le canal d'Orléans. Et le pont sur cette rivière. Mais ces canaux, je ne les ai pas creusés. Et le pont s'est écroulé. Et tes deux filles. Je pense que c'est toi qui pourras mourir tranquille. Non, Honoré. Tu as vu le buste que David a sculpté avec génie. Il a fixé ton image dans la pierre pour toujours. Il t'a donné une deuxième vie. Tu es immortel, toi. Docteur, je ne vous vois pas très bien.
Vous allez me jurer de dire la vérité. Les médecins sont partis. Oui. Ils ne viendront plus. Non, non. Je vivrai jusqu'à demain. Je l'espère. Eva. Eva. ...150 jours de mariage. J'ai eu tout ce dont j'ai rêvé. J'en ai rêvé trop longtemps et trop ardemment. Je dois partir. La peau de chagrin s'est rétrécie complètement. Nous n'irons pas à Biarritz. Ne dis pas cela, Honoré. Je mettrai tout en œuvre pour te sauver. Il faut que je me repose un petit peu. Et puis, j'écrirai comme un galérien. Et puis tu verras. Dans 6 mois, dans 1 an au plus. Sauve-moi, mon étoile du Nord. Je suis Victor Hugo. Puis-je avoir des nouvelles de la santé de Monsieur de Balzac? Puis-je voir Madame de Balzac? Malheureusement, non. Madame de Balzac dort. Elle l'a veillé si longtemps. Alors puis-je voir Balzac? Cette nuit, l'Europe va perdre un grand esprit.
Atteindre au but en expirant, comme le coureur antique. Voir la fortune et la mort arriver ensemble sur le seuil de la porte. Obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint. N'avoir plus la faculté de jouir quand on a gagné le droit d'être heureux. Ah, de combien d'hommes ceci fut la destinée. Historia miłości Honoriusza Balzaca do Eweliny Hańskiej zaczęła się, gdy napisała ona pierwszy list do pisarza. Był to początek ich wieloletniej znajomości, przyjaźni, miłości. 3 spotkania w Szwajcarii i w Wiedniu. Przysięgi, rozstania, listy. Po śmierci męża Hańskiej Balzac jedzie do Petersburga. Chociaż uczucie wybucha na nowo, Hańska odwleka decyzję małżeństwa. Ale kiedy wraz z córką i zięciem podróżuje po Europie, Balzac jest jej opiekunem i przewodnikiem. Gdy wreszcie udaje mu się przywieźć Ewelinę do Paryża, spotyka ona tam kochankę Balzaca, Louisę Bruniol, która szantażuje go ujawnieniem wcześniejszych listów pani Hańskiej. Balzac wykupuje te listy i pali je w obawie przed nowym szantażem Luizy, a pani Hańska przerażona ucieka na Ukrainę. Romans wydaje się skończony na zawsze. Rok później samotny i schorowany Balzac wyprawia się w ślad za ukochaną do wierzchowni.